Au sud de la ville d'Arles, la Camargue s'étend sur les 150 000 hectares du delta du Rhône. Lieu d'hivernage et de nidification, cette zone humide revêt une importance internationale. Pour de nombreux oiseaux migrateurs, elle est une étape incontournable entre l'Afrique et l'Europe. D'apparence sauvage, son espace est très peu habité. Il contient 2 localités remarquables. Les Saintes-Maries de la Mer, centre balnéaire et résidentiel. Salins de Giraud, petite cité ouvrière, née de l'industrialisation du sel au XIXe siècle. À proximité, on trouve, à l'est, un complexe industriel et portuaire lourd. À l'ouest, un littoral aux infrastructures touristiques très développées. Ainsi encadrée, cette enclave singulière et fragile est exposée à de nombreuses pressions qui risquent de compromettre son identité. La Camargue est entièrement déterminée par un réseau vaste et complexe de marais et d'étangs reliés au Rhône et à la mer. Ce système fut progressivement aménagé au cours de l'histoire pour développer la production saline et l'agriculture. Il finit par être complètement contrôlé par l'homme. Depuis la fin de la guerre, la riziculture pompe de l'eau au Rhône, totalement endiguée, pour ses besoins en irrigation. Elle constitue le moteur économique de l'hydrologie camarguaise. Aujourd'hui, le riz fait l'objet d'une culture intensive très exigeante, sans cesse modernisée. Son maintien face à une concurrence internationale tendue a imposé des méthodes chimiques dont on s'efforce peu à peu de réduire les risques. L'évolution des variétés de plantes, des traitements et des techniques agricoles permet de mener une exploitation de plusieurs centaines d'hectares à 2 ou 3 personnes. Les riziculteurs sont les descendants du rêve nourri par Napoléon III pour la Camargue. Faire du delta du Rhône, sur le modèle du delta du Nil, le grenier de la France. Le Second Empire, qui avait conduit à l'aménagement de son infrastructure, avait été une période décisive sur d'autres plans. Quelques hordes de taureaux et de chevaux sauvages survivaient dans les marais. Ils étaient parfois utilisés pour des jeux agraires dans les masses. Sous l'influence de l'impératrice Eugénie de Montijo, qui, espagnole d'origine, voulait créer un art tauromachique national, Napoléon III autorise officiellement les courses de taureaux. Une nouvelle profession apparaît alors, celle de manadier ou éleveur de taureaux. Les manadiers emploient les gardians, qui, eux, étaient apparus dès le Moyen-Âge. À l'intérieur de cette région, il ne se passe pas de fête sans taureaux. Et aussi bien dans les rues que dans les arènes, les petits villages que les grandes pistes comme Arles, Nîmes, Beaucaire. Les fêtes durent 1 semaine. Et cela dure depuis que je connais, depuis des siècles. Ces activités donc taurines et équestres vont avoir une fonction extrêmement importante dans la valorisation contemporaine de la Camargue. Jusqu'à présent, la Camargue dans la littérature était toujours considérée comme un espace répulsif. Les miasmes des marécages, les fièvres paludéennes, etc. Il ne faut pas oublier que la fin du XIXe siècle, c'est les grandes opérations de mise en valeur agricole et vous avez des poètes provençaux qu'on appelait les félibres qui, à la suite de Mistral, qui est là derrière moi, vont commencer à écrire sur la Camargue, mais dans le sens de la valorisation des lieux.
Autour de Mistral s'étaient regroupés un certain nombre d'écrivains romantiques épris de nature originelle, parmi lesquels Daudet, Aubanel, Darboux. Le marquis de Baroncelli, qui par passion devint manadier lui-même et fut à l'origine de nombreuses fêtes et rituels locaux, est considéré comme l'inventeur de la tradition camarguaise. Les éleveurs et leurs gardiens sont encore aujourd'hui les meilleurs défenseurs de cette culture régionale. Alors qu'il n'y avait pas de tradition taurine, ils vont inventer la tradition. Ces faits libres, donc, on construit à la fois la Camargue comme terre de tradition et de liberté, comme une île de résistance de la Provence aux tendances uniformisantes de la France du XIXe siècle, qui, vous le savez, effaçait les provincialismes, effaçait les langues provençales. Île de résistance entre les bras du Rhône et la mer, la Camargue est aussi désignée, alors que se multipliaient les aménagements agricoles et saliniers, comme symbole de terre sauvage agressée par l'homme. Ce mouvement fut le point de départ d'une opposition latente entre une logique de développement socio-économique et une logique de préservation de la nature. Inaugurée par la création de la future réserve nationale en 1927 sur l'étang du Vaccarès et les étangs inférieurs, la voie naturaliste s'inscrira durablement en Camargue. Les protecteurs de la nature vont contribuer à donner de la Camargue une image telle qu'elle devient très rapidement mythique. Les années 60 virent simultanément la mise en route du plan d'aménagement du Languedoc voisin, ainsi que la construction des usines et du port de Fos. Le mythe camarguais, impulsé par les faits libres, en définitive extrêmement fondateur, fut repris alors par les instances politiques françaises. Olivier Guichard, qui est ministre de l'aménagement du territoire à l'époque, souhaite faire en sorte que la Camargue devienne une coupure verte entre les aménagements touristiques de Languedoc-Roussillon, la Grande Motte, et la zone de Fos. Et en fait, il reprend les thèmes baroncelliens, donc on voit ils sont récurrents. Ce projet aboutit, après de longues négociations avec les propriétaires, à la création d'un parc naturel régional en 1970. L'objectif du parc, c'est d'essayer de maintenir des équilibres entre les différentes activités et donc d'aider les activités qui seraient éventuellement défaillantes ou qui auraient des difficultés économiques ponctuelles ou structurelles. C'est le cas de l'élevage. On accompagne également les riziculteurs pour qu'ils aient des performances en matière d'environnement, pour que leur activité ne soit pas négative sur les milieux naturels et notamment sur l'hydraulique. La riziculture n'a cessé de connaître des variations importantes de son activité. Lancée par le plan Marshall en 1947 pour compenser le déficit en denrées coloniales consécutif à la dernière guerre mondiale, elle connut ensuite un déclin jusqu'à la récente relance des années 80. Elle est économiquement difficile à maintenir compte tenu de la concurrence internationale. On est des petits producteurs, c'est-à-dire que même au sein de l'Europe, nous sommes les plus petits producteurs avec 20 000 hectares contre pratiquement 200 000 hectares en Italie. 234 000 hectares en Italie, donc vraiment des petits producteurs, des difficultés de production dues à la situation géographique et donc à la situation des rendements dans les parcelles. Aussi, elle fait l'objet de subventions qui ont été relayées par la communauté européenne sous la forme d'un prix minimum garanti. Celui-ci a été réduit de moitié en 2005 afin de s'aligner sur les cours mondiaux. Pour compenser leur fragilité financière et les incertitudes de l'avenir, les riziculteurs ont pris l'habitude de diversifier leurs activités. Par exemple, en utilisant les infrastructures rendues vacantes par la disparition des équipes qui repiquaient le riz jusque dans les années 60. Nous nous retrouvons avec beaucoup de logements vides, soit des petites maisonnettes, soit des sortes d'appartements, enfin d'anciens dortoirs de l'époque. Et donc ces bâtiments sont réaménagés en gîtes ou en location à l'année, si une possibilité se présente pour l'agriculteur, mais surtout en gîte, puisqu'il y a quand même une forte demande d'écotourisme, la Camargue faisant quand même toujours rêver
Dans l'imaginaire, c'est toujours crin blanc, sont les chevaux, les taureaux et l'agriculture. Sa réputation d'espace sauvage et l'exotisme de ses traditions ont fait très tôt de la Camargue un haut lieu touristique. Tout d'abord, reflet d'un ordre social révolu, on trouvait d'un côté le tourisme chic des grands mas pour la chasse, et de l'autre, le tourisme populaire étirant ses files de camping-cars installés sur les plages au cours de l'été. Chaque année, une accumulation massive et improvisée d'amoureux d'espaces vierges se concentre sur des sites ouverts et fragiles d'un littoral dépourvu d'assainissement. Cela a toujours posé d'importants problèmes de piétinement et d'évacuation de déchets. Toutefois, le clivage touristique originel tend à s'estomper un peu. Il y a un gigantesque désir urbain de nature et l'on voit maintenant énormément de gens appartenant plutôt aux classes moyennes venir faire des randonnées en VTT, des randonnées à pied. On leur a ouvert un certain nombre de circuits pédestres pour admirer la nature, les oiseaux, etc. Donc je dirais qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de moyennisation aussi du tourisme en Camargue. Une des autres voies qui s'est offerte aux agriculteurs pour faire fructifier leur domaine a consisté à exploiter les marais en chasse. Gérer un marais de chasse implique souvent des transformations importantes de l'environnement. On amène de l'eau douce, on divise les plans d'eau pour mieux les contrôler et faire venir les oiseaux désirés dès l'ouverture de la chasse au mois d'août. Parfois, les marais sont créés de toutes pièces sur des espaces inexploités qui sont alors arasés par des bulldozers. Malgré des frais d'aménagement et d'entretien importants, la chasse est très rentable. Le prix d'une action de chasse attribuée à un chasseur pendant 6 mois peut atteindre 12 000 € dans certaines chasses privées. En fait, la chasse génère le flux financier le plus important en Camargue. Fondée sur une pratique ancestrale de type rural, elle a connu une intensification considérable. On trouve en Camargue 5 000 hectares de chasse communale et 30 000 hectares de chasse privée, bien plus rentable que l'agriculture. On y prélève 150 000 canards par an. Mais cette activité entraîne d'autres conséquences sur l'environnement. Les milieux camarguais, deltaïques, méditerranéens, ils sont, on a envie de dire, leur caractéristique, c'est d'être secs en été. Leur caractéristique, c'est d'être salés avec les premières eaux, ensuite saumâtres, donc peu salés, d'être doux en fin d'hiver et complètement noyés à partir de janvier. Si on modifie ce milieu en le rendant doux, permanent pendant toute l'année, il est évident que c'est autre chose. Donc on va perdre les originalités camarguaises, les originalités méditerranéennes, au profit d'un milieu standard comme on en trouve dans toute l'Europe continentale. On attire ainsi plus d'oiseaux, mais on perd en biodiversité, car espèces et milieux tendent à se banaliser. Environ 600 000 coups de fusil sont tirés chaque année, et les plombs s'accumulent dans le sol et au fond des marais. On a pu mesurer des densités de plomb parmi les plus fortes jamais observées dans le monde. Mélangés aux petits graviers, ils sont ingurgités par les oiseaux, dont beaucoup sont victimes de saturnisme. Une loi récemment votée devrait permettre d'imposer dans l'avenir l'utilisation de cartouches en grenaille d'acier. La mobilité des eaux qui s'échangent en permanence entre les milieux rend l'environnement camarguais sensible à de nombreuses pollutions. Tout d'abord, il y a le Rhône. 400 millions de mètres cubes d'eau y sont pompés et envoyés chaque année dans le système hydrologique camarguais. La qualité même de ces eaux en provenance d'un bassin versant très développé soulève des questions. Il y a deux choses qui sont surprenantes. La première,
c'est le fait que c'est un peu comme si on savait rien. Et on a du mal à avoir des informations. On a beaucoup de mal à avoir des informations. L'agence de l'eau existe, elle publie des résultats, pour prendre cet exemple précis, elle publie des résultats sur le niveau de pollution du Rhône, y compris à Arles, mais c'est difficilement interprétable. La deuxième, c'est que quand on a des informations, et il y a eu un certain nombre d'études scientifiques qui ont été faites en Camargue, on va retrouver un grand nombre de produits extrêmement toxiques, donc au niveau des plantes, ou au niveau des oiseaux, ou au niveau des mammifères, qui témoignent d'un réel empoisonnement actuel de la Camargue. Aux eaux du Rhône s'ajoutent les effluents agricoles locaux. La recherche d'un rendement maximal avait amené les riziculteurs à utiliser de plus en plus de produits très agressifs par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, l'attitude a évolué. Par exemple, on expérimente actuellement, pour lutter contre la pyrale, papillon nuisible pour le riz, la mise en place de pièges attirant l'insecte par émanation d'hormones sexuelles, les phéromones. Cela permettrait de réduire l'utilisation des phytosanitaires. Ces types d'initiatives sont encouragés par le parc régional. Ce sont des mesures incitatives qui sont accompagnées d'aides financières auprès des riziculteurs qui respectent ces mesures. Alors bien sûr, l'avantage c'est qu'ensuite on a une meilleure qualité de l'eau qui est rejetée dans les roubines qui vont ensuite aller dans les marais ou dans les prairies. Bien d'autres techniques plus respectueuses de l'environnement sont privilégiées, comme la mise en eau des parcelles avant le semis, pour faire lever les mauvaises herbes, l'utilisation de produits microdosés et de matériel d'épandage plus performant. On a pris conscience que le patrimoine naturel constituait une richesse essentielle, non seulement pour le tourisme, mais aussi pour les productions reliées au terroir. Ne serait-ce que dans leur approche marketing, le riz camarguais étant associé à une image de nature préservée. Bien sûr, tout n'est pas résolu. Le Vaccarès et l'ensemble des étangs récupèrent des phosphates apportés par les eaux du Rhône et les fertilisants agricoles. Ils s'accumulent en grande quantité dans les sédiments et risquent de provoquer à terme un envahissement des milieux lagunaires par des microalgues très toxiques. Pour préserver les étangs centraux, le parc envisage d'éliminer dans l'avenir toute communication hydraulique avec la riziculture en repompant toutes les eaux issues des parcelles vers le Rhône en période d'activité agricole. Mais si on parviendra à maîtriser, dans une certaine mesure, la propagation des contaminations hydrauliques, il n'en est pas de même pour les pollutions aériennes. Un jour sur 4, la Camargue est traversée de vents de sud-est en provenance de la zone industrielle de Fos, limitrophe. Ce gigantesque complexe est couvert d'usines aux rejets extrêmement nocifs pour l'environnement. Raffineries de pétrole, pétrochimie, aciérie. Les seules quantités de dioxyde de soufre émises sous forme de fumée oscillent entre 1000 et 1500 tonnes par jour. Elles donnent lieu à des chutes de pluie fortement acides sur la Camargue. Les raffineries de pétrole dégagent en abondance PCB et HAP. Ce sont des contaminants préoccupants pour l'environnement et la santé humaine. Leur présence dans l'air est fortement probable. Incidemment, on a retrouvé des concentrations élevées en pesticides et en PCB dans les œufs d'aigrets de garzette. Les tissus musculaires de tous les poissons contiennent du PCB en abondance. Les flamants roses sont contaminés par des métaux lourds. On est quand même surpris que depuis 30 ans qu'existe le golfe de Fos, il n'y ait pas eu une mesure, une étude disant clairement où vont ces produits quand ils arrivent sur la Camargue. C'est surprenant, mais il y a de tels intérêts économiques en jeu par derrière que on préfère le silence. Pire, il est question d'installer sur le périmètre de Fos des incinérateurs géants destinés à brûler 2 millions de tonnes de déchets par an
est susceptible de rejeter des quantités considérables de dioxine. Alors on s'inquiète pour l'avenir de la Camargue. L'activité qui finalement est restée en accord avec l'équilibre des milieux, c'est l'élevage traditionnel extensif qui permet de conserver tel quel de grands espaces ouverts. C'est tout à fait du développement durable puisque là nous avons une activité économique qui participe à la protection de la nature. Par ailleurs, on a les autres piliers du développement durable, c'est-à-dire il y a aussi l'aspect social et culturel qui est associé, puisqu'en même temps qu'on sauvegarde les races de taureaux de Camargue, on sauvegarde aussi toute une culture camarguaise, c'est-à-dire les éleveurs, les gardiens, mais aussi tous les jeux taurins qui sont associés aux taureaux de Camargue et à la course camarguaise. Mais les éleveurs ne sont pas sereins pour autant. Les débouchés de la course camarguaise et de la viande de taureau sont limités à la région. Cela les amène, tout comme les riziculteurs, à diversifier leurs activités. Des propriétés comme ici, nous nous tournons vers le tourisme en faisant venir des groupes divers et variés, des groupes plus ou moins importants, et faire des mariages. Et tout le monde y trouve son compte, voilà. L'avenir de la Camargue passerait donc par le tourisme ? En grande partie, sans doute, à condition qu'ils s'en tiennent à des structures d'accueil légères, qu'ils restent intégrés, maîtrisables, qu'ils soient un tourisme de découverte qui participe à la conscience de l'environnement, comme le propose le Conservatoire du Littoral sur ces domaines. Le roseau. Alors cette fameuse plante est un indicateur de milieu doux. Là où vous avez du roseau, vous avez de l'eau douce. Cela n'est pas sans soulever certaines contradictions. La succession de grandes propriétés et de domaines protégés tente à rendre la Camargue invisible. Et le visiteur en ressent beaucoup de frustration. Non seulement il est déçu, mais on le prive de la capacité de découvrir la richesse du paysage et d'aimer cette nature. Et s'il ne peut pas aimer cette nature, comment pourra-t-on lui demander à lui, citoyen, de s'investir en tant que citoyen, financièrement, dans la mise en place d'une politique de protection de la nature. Comme au cœur de tous les deltas, le territoire est une île, celle-là même qui fut vénérée par les poètes. Or, des études sont en cours pour remplacer le bac de Barcarin sur le Grand Rhône par un pont. Il ferait perdre à la Camargue son statut d'île et la relierait directement à Fos et au bassin marseillais. Cela suscite des préoccupations. On connaît des îles sur l'Atlantique où il y a eu un pont, on sait ce qui s'est passé après. Donc si on n'avait pas d'antécédents, encore. Mais là on sait que c'est un bouleversement complet d'une façon de vivre, de tas de choses, et que par conséquent, si la majorité le veut, on le fait, mais que tout le monde ait le niveau de conscience que ça va réellement changer des choses et pas forcément bien pour tout le monde. Une autre menace pointe à l'horizon d'un avenir incertain. Celui des salins de Salins-de-Giraud, agressés par l'élévation du niveau de la mer et peu compétitifs face aux salaires et à l'ensoleillement des pays du Sud. Cela pourrait conduire, un jour, à une reconversion du site. Et la reconversion de 12 000 hectares en bord de Méditerranée n'est pas sans inquiéter, malgré la protection théorique de la législation. Que deviendront ces milliers d'hectares qui aujourd'hui peuvent être convoités par un certain nombre de projets, de promoteurs? Il faut avoir le courage de se projeter au-delà de nos propres existences. C'est ça l'enjeu. Non pas dans une perspective d'un mandat électoral, ce qui est la préoccupation de beaucoup d'élus, mais qu'au-delà de nos propres existences, qu'est-ce qu'on fera de ces espaces dans 20, 40 ou 50 ans? Et donc ce que nous faisons maintenant, il faut savoir si ce sera irréversible. C'est ça qui est essentiel. Voies de communication et territoires libérés, on sait que cette équation est explosive pour les potentialités économiques. Alors qu'en s'y ajoute un littoral vierge de toute infrastructure et une image de nature emblématique, on peut redouter toutes les dérives. À commencer par celle du foncier,
aux dépens du maintien de la population locale. Gageons qu'avec l'appui des pouvoirs publics, les Camarguais, héritiers des faits libres, sauront maîtriser les inévitables mutations économiques et préserver l'intégrité de leur territoire et l'identité de leur culture.